Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Tim. Bienvenue à tous sur la chaîne de l'investissement et de la finance pour gagner de l'argent dès maintenant et pas dans 20 ans. Aujourd'hui, tour d'horizon de l'actualité des marchés financiers avec notamment la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis qui ont eu un impact quasi immédiat sur les marchés financiers américains. En Europe, c'est l'ensemble des pays du G7 et également l'Australie qui sont en train de s'allier pour un bouclier tarifaire du baril de pétrole russe et tout ça va avoir un impact également sur les différents chiffres. Le CAC 40 a plutôt bien performé sur ce mois de novembre, notamment drivé à la hausse par les valeurs du luxe. Depuis les annonces chinoises de desserrement un petit peu de la vis et de la politique du zéro Covid, ce qui devrait alléger un petit peu les marchés. Et les crypto-monnaies toujours dans le rouge, notamment depuis le scandale FTX, avec des révélations qui arrivent quasiment tous les jours et un vrai scandale économique comme on n'en avait pas vu depuis très longtemps. On va décrypter tout ça pendant les prochaines minutes et surtout voir ensemble, nous en tant qu'investisseurs, comment est-ce qu'on peut s'y adapter. Allez, c'est parti. Alors déjà, pour ce qui est du marché américain, le S&P 500 continue sa baisse. On peut voir ici sur le graphique le trend de baissier avec des tops toujours de plus en plus bas, comme vous pouvez le voir juste ici, et également des bottoms toujours de plus en plus bas, comme vous pouvez le voir juste ici. On voit que le S&P est vraiment en baisse et qui continue de baisser, et ça notamment, vous voyez bien depuis le mois de janvier, depuis le début d'année, en fin de compte, avec une économie qui ne va pas forcément super bien, avec des augmentations des taux directeurs, que la Fed continue de muscler de plus en plus. Et pourtant, plusieurs indicateurs ont l'air de montrer que l'inflation est en train de baisser, en tout cas de se tasser un petit peu aux États-Unis sur les mois d'octobre et novembre. Comme vous pouvez le voir sur cet article, on voit qu'elle s'affiche à 7,7% au mois d'octobre. La bourse de New York a ouvert en hausse suite à cette annonce progressant de plus de 2%. Alors souvent, on me pose la question, ok Tim, mais pourquoi est-ce que quand on dit que l'inflation diminue, à ce moment-là, la bourse part vers le haut? En fait, c'est tout simplement parce que l'inflation, ça témoigne également du prix de l'argent. Or, quand vous êtes une entreprise ou un État, vous avez besoin d'argent pour grandir et vous avez besoin notamment de l'emprunter. Donc plus il coûte cher, moins vous en empruntez, moins vous pouvez faire de croissance. Et bien c'est exactement pareil pour la grande majorité des valeurs actions des marchés financiers et surtout aux États-Unis où le développement se fait énormément via les banques et un petit peu moins via les business angels. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir par rapport à l'inflation aux États-Unis, c'est qu'elle est en grande majorité portée par le logement. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur l'article, le prix médian d'une maison individuelle a augmenté de 8,6% au troisième trimestre. Et ce, par rapport à la même période l'an passé, selon cette fameuse association. La hausse générale des prix était devenue l'un des principaux thèmes dans la campagne des élections américaines de mi-mandat. Et on voit d'ailleurs que ça a encore du mal à être géré et que le président Joe Biden a encore des difficultés à gérer ce marché du logement. Et il sait que c'est un des éléments fondamentaux pour arriver à ralentir un petit peu l'économie américaine, autre que l'augmentation des taux d'intérêt. Puisque pour même le particulier, aux États-Unis, la quasi-totalité des investissements pour la classe moyenne se fait via un prêt bancaire pour acheter sa résidence principale. Et donc, si l'argent coûte de plus en plus cher, les Américains empruntent moins et donc, du coup, c'est ce qui permet de freiner cette fameuse chahute du logement. Et l'annonce de la semaine qui a véritablement fait changer un petit peu le dynamisme des marchés financiers américains, c'est les chiffres de l'emploi. On nous annonce que, d'après cet article, plus de 263 000 emplois non agricoles ont été créés sur le mois de septembre aux États-Unis. Et tout ça associé à une hausse des salaires. Et on ne parle pas d'une petite hausse, on parle d'une hausse de 5,1%. Ça, c'est un signe que l'économie américaine est encore très dynamique. Il y a encore des entreprises qui sont payées à payer plus leurs salariés et investir dans de la croissance salariale. Alors tout ça, d'un point de vue de la population moyenne aux États-Unis, c'est plutôt une super nouvelle. D'autant plus que les amis, aux États-Unis, il n'y a pas de chômage. Donc plus il y a d'emplois, plus c'est une bonne nouvelle. Mais pour les investisseurs, c'est pas forcément une super info. Qui dit que des emplois sont créés et que les salaires partent à la hausse, qui dit que l'inflation est encore très très forte. Et ça, c'est véritablement une valeur, ce nombre d'emplois et l'augmentation des salaires qui va pousser la Fed, la Banque centrale américaine, et notamment son dirigeant, à augmenter encore plus les taux d'intérêt directeurs. Et comme vous l'avez compris, plus on augmente les taux d'intérêt directeurs, plus l'argent coûte cher et plus on diminue la croissance. Et tout ça, ça va pas du tout jouer en faveur du marché des actions. D'ailleurs, petite parenthèse un petit peu explicative parce qu'on me pose souvent la question, on a tendance à croire que quand on augmente les taux d'intérêt, c'est une super nouvelle pour un secteur, le secteur des banques. Parce qu'on se dit, si l'argent coûte de plus en plus cher et que les taux d'intérêt dans les banques augmentent,
Ça veut dire que les banques, elles gagnent plus d'argent. Eh bien en fait, pas vraiment, puisque la banque, par exemple Bank of America, il faut pas croire que tous les prêts qu'elle va faire, elle le fait sur fonds propres. Elle emprunte de l'argent à la Banque centrale américaine et ensuite elle prend un taux d'intérêt par-dessus le taux d'intérêt préalablement effectué pour le donner aux consommateurs. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, faire des prêts, et notamment des prêts immobiliers, que ce soit pour une banque américaine ou une banque européenne, c'est pas du tout ce qui va lui rapporter de l'argent. Une banque, elle gagnera beaucoup plus d'argent avec ses systèmes de placement et de gestion de portefeuille qu'avec des prêts. Et c'est pour ça d'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur le graphique, un ETF qui répertorie un petit peu le secteur financial au niveau des marchés financiers, vous voyez que depuis le début de l'année 2022, c'est pas forcément une super performance pour ce fonds-là. On a une petite remontée ici sur le mois de novembre, mais dans les faits, on est quand même parti des plus hauts à 86 $ l'ETF et on est descendu jusqu'à 60 entre octobre et novembre 2022. À l'inverse, un secteur qui va très bien se porter en période d'inflation, c'est évidemment le secteur de l'énergie. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur cet ETF, qui est l'Energy Select Sector SPDR, on voit que le secteur de l'énergie est toujours très dynamique, avec malgré tout des plus hauts et des plus bas. Et on voit qu'on est reparti depuis le mois d'octobre-novembre sur un cycle qui est plutôt haussier, avec une très forte hausse. On passe d'un titre à 68 $ jusqu'à 90 aujourd'hui. Pour ce qui est maintenant des marchés européens, on voit notamment en France que le CAC 40 a fait une forte hausse sur les mois de octobre et de novembre 2022, et tout ça notamment drivé par les valeurs du luxe telles que LVMH, Hermès ou encore L'Oréal. Et tout ça, c'est directement relié aux diminutions des restrictions qu'il y a en Chine. Et il faut savoir que la Chine et le chinois moyen, c'est un des plus gros consommateurs au monde de luxe, et notamment de ces fameuses marques telles que Louis Vuitton ou encore Hermès. Et d'ailleurs, tout ça, c'est un petit peu paradoxal, puisque depuis le début du mois d'octobre, la Chine publie différents communiqués disant que les taux de Covid sont au plus haut, comme en témoigne ce graphique. D'ailleurs, on voit que les taux de Covid, depuis la moitié du mois d'octobre, ont passé la barre des plus hauts. Ils sont au plus haut ici aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 2 décembre. Et ça va pas du tout arranger le secteur du luxe français. Malgré tout, on voit sur cet article qu'une grande partie de la population chinoise a manifesté ces dernières semaines et que le gouvernement, devant cette sorte de révolte de la population, a décidé de desserrer un petit peu la vis du zéro Covid. Et la croissance des sociétés du luxe, et notamment les sociétés françaises telles que Louis Vuitton, elle est directement reliée à la politique chinoise. Parce qu'il faut savoir que durant les prochaines années, d'après plusieurs études, le marché du luxe sera pris à 50%, sera consommé à 50% par une personne chinoise. Et donc si les Chinois sortent moins dans la rue, ils ont moins de raisons de s'habiller correctement, et donc du coup ils consomment moins de produits du luxe. D'ailleurs, on voit que cette nouvelle de politique qui diminue un petit peu sur l'aspect coercitif en Chine a eu un impact quasi immédiat sur le titre de Louis Vuitton. Vous voyez ici un énorme volume d'entrée, avec beaucoup d'investisseurs qui sont entrés sur le marché de Louis Vuitton et qui a à nouveau atteint ses plus hauts, quasi à 740 € l'action, comme on l'avait connu au début de l'année 2022, alors qu'on sentait déjà d'un trend haussier depuis plusieurs mois sur l'année 2021. Donc ça indique quoi? Ça indique que beaucoup d'investisseurs ont remis à nouveau des billes sur le marché du luxe, qui est directement relié à la politique chinoise, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises de ce secteur. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur le détachement de dividendes que Louis Vuitton a effectué il y a très peu de temps. Comme vous pouvez le voir juste ici, c'était le jeudi 1er décembre, donc c'était il y a quelques jours. On a eu une bougie négative et c'est tout à fait normal, puisqu'à chaque détachement de dividendes d'une action, on a une baisse quasi mécanique de son prix. Mais vous voyez que dès le lendemain, on a eu une bougie de contrôle verte, c'est-à-dire positive, et donc les investisseurs malgré tout continuent d'arriver sur ce marché. D'un autre côté, la guerre en Ukraine n'a pas près de s'arrêter pour autant. Malgré tout, les valeurs de l'armement, et notamment Thales, entreprise très connue, société française qui commercialise de l'armement, est toujours dans sa période de translation, comme vous pouvez le voir, avec des tops qui sont quasi au même endroit et des bottoms qui sont eux aussi quasi au même endroit. On va avoir un détachement de dividendes qui va arriver avant la fin 2023 pour les fêtes. On verra comment se comporte l'action, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, Thales continue de vendre des armes. Elle ne sait pas si elle doit augmenter ses carnets de commandes ou pas, puisque parfois des rumeurs de paix arrivent au niveau de l'actualité européenne, parfois des rumeurs d'une guerre qui s'enlise arrivent également. On va suivre tout ça bien précisément durant les prochaines semaines. D'ailleurs, il faut bien avoir conscience que l'ensemble du marché boursier européen, il est directement drivé par le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et d'ailleurs, cette semaine, une nouvelle information est tombée qui a énormément fait parler, qui est un bouclier tarifaire voté par les pays du G7 et l'Australie pour fixer le baril de pétrole russe à 60 $ maximum. Tout ça dans l'objectif d'enliser encore un petit peu plus l'économie russe, qui est très dépendante de son pétrole, et permettre également une protection tarifaire de la
la population européenne qui elle aussi est très dépendante du pétrole et du gaz russe. D'ailleurs, de l'autre côté de l'Atlantique, il y en a un qui doit se frotter les mains en ce moment en voyant cette news arriver sur le marché, puisque si le baril de pétrole est plafonné au niveau des consommateurs pour les sociétés pétrolières russes, il est probable qu'ils vont décider de baisser leur consommation. Et s'ils baissent leur consommation, de l'autre côté de l'Atlantique, une certaine société nommée ExxonMobil, qui est d'ailleurs la réunion de Exxon et de Mobil, vont pouvoir vendre encore plus de pétrole. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur le graphique, ExxonMobil qui a énormément évolué depuis le début de l'année 2022, alors que c'est plutôt habituellement une valeur défensive qui verse un très bon dividende et qui n'a pas vertu à être une valeur de croissance. Ici, on voit que sur le mois de octobre-novembre, la croissance est absolument folle. On est passé des plus bas à 84 $ l'action et aujourd'hui on est à 109 aujourd'hui, mais on est monté jusqu'à 113 $ l'action. C'est absolument incroyable pour ce genre d'entreprise et tout ça malgré des détachements de dividendes qui se font tous les trimestres pour ExxonMobil. Petite parenthèse historique d'ailleurs sur la société ExxonMobil qui est bien la réunion et la fusion des deux boîtes qui sont parmi les derniers vestiges de notre grand-père à tous en tant qu'investisseur, je nommé John Davidson Rockefeller. Du côté crypto, on est toujours au plus bas depuis le scandale FTX qui continue d'ailleurs de progresser puisque on en découvre véritablement tous les jours. Comme vous pouvez le voir sur cet article, le nouveau PDG de FTX est sidéré, le chaos régnait dans l'entreprise. Au moment où FTX a fait faillite, le gouvernement américain a mis à sa tête une personne, John Ray III, qui est un professionnel de la restructuration d'entreprise, qui est avocat et qui au fur et à mesure de son arrivée dans la boîte fait des découvertes tous les jours. Il dit même d'ailleurs, jamais dans ma carrière je n'ai vu un échec aussi complet des mécanismes de contrôle d'une entreprise et une absence aussi flagrante d'informations financières fiables comme cela s'est produit. Et tout ça alors que les accusations continuent de s'entasser sur la tête de SBF qui aurait apparemment volontairement détourné l'argent de ses clients et peut-être le vôtre à des fins spéculatives pour cette fameuse autre société de spéculation Alameda. Et d'ailleurs le plus étonnant dans tout ça, c'est que SBF, plutôt que de se faire tout petit, il multiplie les apparitions publiques et les témoignages. Et il va même jusqu'à détruire complètement l'image qui s'était construite jusqu'à aujourd'hui avec ce côté grand donateur, notamment pour le Parti démocrate aux États-Unis. Et il va même jusqu'à admettre ouvertement dans ses déclarations concernant l'éthique de tout ça que ce n'était qu'une façade. Et alors que l'ex-milliardaire, il y a quelques mois, revendiquait fièrement dans différents médias avoir un mode de vie simple et désintéressé, disant même que les Lamborghini, c'est pour les gens qui n'ont pas de but dans la vie. Eh bien, on se rend compte que lui aussi, en fin de compte, il n'est pas honnête jusqu'au bout des ongles. D'ailleurs, le scandale FTX, il a eu un retentissement quasi immédiat sur les différentes valeurs et notamment le Bitcoin, comme vous pouvez le voir sur le graphique, qui est vraiment à des plus bas historiques, ça 16 996 $ au moment où je tourne cette vidéo avec une énorme bougie négative, comme vous pouvez le voir en date du mercredi 9 novembre. On ne sait pas vraiment si le marché des crypto-monnaies va se relever dès maintenant ou s'il va y avoir une période de translation pendant quelques mois. Toujours est-il que le scandale de FTX va avoir un retentissement de manière systémique parce qu'il faut savoir que SBF, l'ex-dirigeant de FTX, avait investi dans énormément de projets crypto et donc ce crash et cette perte de valeur va avoir probablement un effet systémique durant les prochains mois et de nombreux projets qui n'étaient pas solides au départ vont s'effondrer rapidement. Alors est-ce la fin des crypto-monnaies ou au contraire la plus belle opportunité de pouvoir gagner un maximum d'argent sur ce marché? En tout cas pour l'instant sur le plan technique on n'a absolument aucune information qui nous permet de dire que le marché des crypto-monnaies va repartir à la hausse. On est encore en dessous des moyennes mobiles et on découvre de nouvelles informations qui font encore plus baisser le marché quasi tous les jours. Donc actuellement la chose à retenir c'est que le cycle inflationniste de manière générale au niveau mondial se poursuit et donc il est intéressant d'avoir une approche DCA sur ces valeurs inflationnistes. On pensera à des valeurs de défense telles que McDonald's, Coca-Cola ou encore Apple qui ont des liquidités qui sont tellement importantes et une consommation des consommateurs tellement fidèles que malgré que la politique aille vers le haut ou vers le bas, ces valeurs-là, elles seront toujours présentes, d'autant plus qu'elles vous offriront un dividende qui est plutôt satisfaisant. D'un autre côté, c'est le marché de l'immobilier qui a toujours le vent en poupe, même si on commence à voir les premières baisses dans les grandes villes en France, telles que Paris, Bordeaux, Marseille, Toulouse. En revanche, en province, beaucoup d'investisseurs commencent à se ruer vers des biens de rendement, tels que des immeubles de rapport ou des ensembles de lots immobiliers, afin de pouvoir investir son argent. La plus grosse erreur que vous pourriez faire dans cette période, c'est de garder de l'argent cash. Dites-vous qu'en période d'inflation, le cash que vous avez sur votre compte, il vaut de moins en moins cher jour après jour. Et donc ce serait une énorme erreur de garder de l'argent sous votre matelas ou bien au chaud sur un livret A dans une période comme celle-ci. Au contraire, ça peut être une bonne stratégie de commencer à réserver une poche de liquidité, peut-être 1 000 €, 2 000 €, 5 000 €, 10 000 € de côté
liquidité pour pouvoir rentrer sur le marché à partir du moment où les premiers signaux de hausse vont apparaître et repartir dans un cycle haussier d'ici peut-être les prochains mois. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un tout nouveau format. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous avez trouvé ça pertinent, si vous voulez que je vous en fasse une comme ça tous les 15 jours ou une fois par mois, afin de faire un petit peu le point sur l'actualité, sur les marchés financiers, afin de pouvoir vous orienter dans vos stratégies d'investissement. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Tim.